Bonjour à toutes et à tous. On va continuer aujourd'hui notre chronique sur les grandes figures d'Israël à travers les noms et les noms de rues qui jalonnent le pays, avec quelqu'un qu'on appelle le rabbin chantant. Il n'a pas beaucoup de rues à son nom en Israël, mais ça va nous donner l'occasion d'un interlude musical rassérénant. Et il est surtout connu par tous les amateurs de mai 68. J'ai nommé Shlomo Karlibar, qui est considéré comme l'un des compositeurs de musique juive les plus influents du XXe siècle. On dit même que Shlomo Karlibar a aidé des milliers de déportés ou d'enfants de déportés à se réapproprier leur héritage juif après la Shoah. Et lorsqu'il est mort en 1994, il était devenu une sorte de légende. Il avait à son actif 27 albums. On l'écoute. Alors Shlomo Karlibar, dont on connaît tous les musiques sans forcément pas savoir que c'est de lui. Shlomo Karlibar est donc né le 14 janvier 1925 à Berlin et il est mort le 20 octobre 1994 dans un avion qui l'emmenait au Canada. Il est mort d'une crise cardiaque. C'était un rabbin, on l'a dit, un rabbin chanteur, un auteur, un compositeur et un interprète et un enseignant. Il a composé des milliers de ce qu'on appelle les nigunim, qui sont ces chants religieux qui n'ont pas forcément de paroles, une sorte de musique vocale qui peut être soit sous une forme de musique un peu triste, un peu sous forme de lamentation, ou bien au contraire très très joyeuse, et qui sont inspirées pour la plupart de la Bible, du Tanakh. Donc c'était Shlomo Karlibar avait été le maître de ces nigunim avec son air de Georges Moustaki, ses yeux malicieux, sa barbe blanche, son sourire chaleureux, c'était ça. C'était ça en plus d'être le rabbin des hippies, sur lequel on va revenir un petit peu plus tard. Mais il va donner une impulsion spirituelle nouvelle au milieu juif des années 60 et 70. Et il va aussi influencer le courant chassidique. Mordechai et notamment des chanteurs comme Shlomo Karlibar, des chanteurs comme Mordechai Ben David ou Avraham Fried qui vont s'inspirer beaucoup de lui. Alors, on a dit qu'il est né à Berlin pendant les mauvaises années. Il va fuir. Son père est rabbin orthodoxe à Berlin. Il va fuir le nazisme. Toute la famille va fuir le nazisme, va s'installer en Autriche avant d'arriver en Suisse, puis aux États-Unis et à New York. Une grande partie de sa famille va être décimée. Shlomo, ses parents et son frère jumeau, Eli Chaim, vont s'en sortir. À New York, son père prend la direction d'une petite communauté à Brooklyn. Et donc, Shlomo et son frère et jumeaux vont prendre la tête de la communauté à la mort de leur père. Entre-temps, ils ont étudié dans une yeshiva et ils sont sortis rabbins. Ça, c'était pour la partie plus religieuse de la vie de Shlomo Karlibar. Très vite, il va sortir son premier disque, Neshama Lar, en 59. Et en 60, un an après sa carrière d'école, on écoute son deuxième titre. ארכי נפשי אס השם ברכי נפשי אס השם ארכי נפשי Es Hashem Orchi Nafshi Es Hashem. Alors voilà, on pourrait l'écouter encore très longtemps. Ça c'était son deuxième titre. Son troisième va être produit, parce que ses premiers marchent très très bien, on comprend pourquoi. Son troisième titre va être produit par un grand nom de l'industrie du disque américaine, ce qui va être une première pour un artiste juif religieux, pas juif certainement, mais juif religieux aux États-Unis. Il ne va cesser d'écrire et de sortir des disques. Il va démarrer très vite une carrière internationale et les jeunes juifs du monde entier vont écouter sa musique. Et pour certains, pour beaucoup, se réconcilier avec une identité juive et une émotion oubliée.
On est dans les années 60, on le rappelle. En 65, soit 6 ans après son premier disque, il a fait déjà 6 fois le tour du monde. Il est allé à Rotterdam, à Buenos Aires et à Sydney, en Australie, aussi à Rome. Et il va surtout développer un lien particulier avec la Russie, Shlomo Carlebach. En 89, il va même effectuer une tournée de 3 semaines en URSS. Et ce sera la première fois qu'un chanteur juif avec des chansons chantées en hébreu va se produire en concert dans l'Union soviétique. Shlomo Carlebach va réaliser rapidement que son statut de rabbin et son style de musique peuvent atteindre une génération qui n'est pas forcément familière pas une génération, une culture qui n'est pas forcément familière du judaïsme, qui est les hippies. Voilà, on rappelle qu'on est en avril 68, qu'il est aux États-Unis et que Shlomo Carlebach va décider d'ouvrir à San Francisco une synagogue qu'il va nommer The House of Love and Prayers, et qui va attirer un grand nombre de juifs athées, issus de la culture underground du début des mouvements hippies. La communauté de cette synagogue va s'appeler Holy Hippies. Et Shlomo a un grand succès là-bas. Il va leur présenter la vie juive et va leur parler de religion sans jamais désapprouver les choix et la manière de vivre de ses membres. Voilà, malgré son lien très fort avec les États-Unis, Shlomo Carlebach va également avoir tout au long de sa vie un contact régulier avec Israël, où il va venir souvent. Son premier voyage était en août 59 avec ses parents, et sa popularité ici ne va jamais décroître. Il est notamment célébré au festival annuel de chansons de chassidiques, et puis tous les festivals d'Israël jouent ses chansons à Shlomo Carlebach. Voilà. Et je vous dis à très vite. Au revoir.